Bonjour, ravi et honoré d'être devant une salle si comble. À vrai dire, on échangeait avant avec Nabila, on se disait tiens, on va être avec 30 personnes, on va pouvoir faire un échange, tout le monde va prendre la parole. Bon, on prendra la parole au stand HubSpot après, je pense que ce sera mieux si vous avez des questions à la suite. Nabila, tu te présentes? Bonjour à tous, merci d'être venus, ça fait chaud au cœur. Je m'appelle Nabila, je travaille chez HubSpot depuis 5 ans et mon rôle c'est d'accompagner les partenaires, donc des agences marketing, des agences digitales dans la revente de licences, mais aussi dans la revente de leurs services. Et donc vous imaginez bien que pour grandir leur business, on parle marketing, on parle AI et je serai là aujourd'hui pour vous partager justement un feedback terrain du travail et des retours que j'ai avec mes partenaires, mais aussi avec leurs clients. Merci Nabila. Et moi je m'appelle Gillian, ça fait un an que je suis chez HubSpot, ça fait longtemps que je suis dans l'écosystème, j'étais partenaire, j'ai démarré partenaire en 2017, j'étais d'ailleurs un concurrent de Winbound. Et me voilà devant vous aujourd'hui. Moi, mon rôle chez HubSpot, c'est revenu marketing. Donc moi, j'ai un rôle très proche des commerciaux, quelque chose d'assez innovant dans le marketing. Ravi de vous en parler après d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on parle d'IA, effectivement. Et pour parler d'IA, on a pris cet angle du professionnel augmenté, puisque vous allez voir, c'est un peu ce qui se décline de la vision d'HubSpot sur ces sujets-là. On va tester la télécommande. Ah, ça fonctionne pas. Pardon. Est-ce que je peux le faire directement avec ça? On va se débrouiller comme ça. Mais avant de démarrer, l'intelligence artificielle, on est tous un petit peu à des niveaux de compréhension différents. C'est vrai que ça fait en un an et demi, on s'est pris plus dans la tête qu'en 15 ans, 20 ans de transformation digitale. Donc je vais juste vous sonder un petit peu, poser deux, trois questions, voir où vous en êtes et savoir si avant le lancement de ChatGPT novembre 2018, 2018 n'importe quoi, 2022, qui avait déjà entendu parler d'IA générative dans la salle? D'accord. Très bien. Machine learning. Machine learning, voilà, ça me surprend moins. Natural language processing. Très bien. IA générale. Ah, quand même, il y a des passionnés. Singularité technologique. Ah oui, il y a vraiment des passionnés. Bon, je vais m'arrêter là. Moi, mon expérience de l'IA avant la release de ChatGPT, c'était d'avoir eu la chance de travailler avec des brillants ingénieurs français qui travaillaient sur des logiques de social listening. Donc il fallait scraper tout ce qui se passe sur le web public et puis en digérer, structurer tout ça pour en tirer des enseignements pour les grands groupes. Et puis ma façon un petit peu d'intellectualiser le truc, c'était de voir l'IA comme une bataille entre des méchants et des méchants. D'un côté, s'il y a des fans de science-fiction, c'est Lex Luthor de Superman, ça vous parle, le méchant. Donc lui, Elon Musk, d'ailleurs j'attends toujours qu'il se rase la tête pour que la prophétie s'accomplisse. Et de l'autre côté, Skynet, les méchants dans Terminator, les machines qui veulent détruire les humains. Microsoft, Google. Et en fait, j'ai eu vent d'une anecdote qui m'a permis un peu de revoir toute ma façon de comprendre un peu comment s'est développé l'IA à la suite de l'hiver de l'IA, donc à partir du début des années 2010, où finalement, à l'anniversaire d'Elon Musk, en 2013, il y a Larry Page, cofondateur de Google, qui est là. Et puis un début de conversation en public comme ça, puisque Google était en train de racheter DeepMind, un projet sur lequel avait travaillé Musk, il a cofondé d'ailleurs, qui était un projet sur les réseaux neuronaux, quelque chose d'assez indispensable en IA, mais qui est vraiment dans la structure. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis Musk, qui aime bien un peu se donner en spectacle, il dit mais attendez, là, votre projet de rachat, tout ce que vous voulez faire, c'est de faire des machines qui vont remplacer les humains. Et puis Larry Page, je lui dis, mais non, mais toi tu es spéciste, en fait, la machine, c'est juste l'étape suivante de l'évolution. Ça marche? Merci. Et à partir de là, Musk, un petit peu aigri, décide de rester dans une espèce de comité de sécurité et d'éthique au sein de DeepMind, et puis se fait écarter très rapidement. Et donc il se dit, bah, tiens, bah, moi je vais monter mon projet, parce que moi, mon paradigme, ce n'est pas le paradigme substitutif, donc de la machine qui va remplacer l'humain, mais plutôt le paradigme augmentatif. Et derrière tout son projet, en fait, Neuralink et tout le reste d'ailleurs, c'est vraiment dans cette vision d'augmenter l'humain. Ok. Donc il se rapproche très vite de Sam Altman, cofondateur d'OpenAI, avec Elon Musk, et il commence à travailler sur ces sujets d'IA générative. Donc ça, c'est un peu les deux grandes têtes, en fait, quand on parle d'IA dans le monde. Et puis il y a ce monsieur. Est-ce que des gens ont déjà vu ce monsieur? Quand même, bon, il n'y a personne qui travaille chez HubSpot dans la salle, c'est bien.
Ce monsieur, c'est le CTO, donc le directeur technique d'HubSpot, Dharmesh Shah, visionnaire, qui s'est dit tiens, alors déjà, il a été invité à une garden party chez Elon Musk en 2017, donc ça lui a permis de rencontrer Sam Altman. Et puis, en avançant un petit peu dans l'histoire, il y a eu le Covid, la crise sanitaire, tout le monde bloqué chez soi, le comportement digital qui commence à vraiment s'entériner, et les parcours d'achat, en ce qui nous concerne, donc on parle de business, hein, du B2B qui vont un peu dévier vers le B2C. Et il s'est dit, tiens, pour nous, c'est une opportunité. Je vois un peu d'avenir à l'IA générative, au dialogue en direct avec la machine. Donc il envoie un mail à Sam Altman, il lui demande, est-ce que tu peux m'ouvrir une API pour que moi je développe mon GPT, okay, mon app de dialogue. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'effectivement, 2020, c'est la poussée. Bon, je pense à des boîtes comme Zoom, qui étaient un petit peu, pas aux abois, mais qui commençaient à descendre et qui finalement ont réexplosé. Toutes les boîtes technologiques ont vraiment pris beaucoup plus de parts de marché à ce moment-là. Donc c'est dit, pourquoi? Parce que les parcours d'achat changent, comme je vous le disais. Puis après, les technologies qui évoluent. Maintenant, vos clients, vos prospects, ils savent que vous avez la donnée, que vous la travaillez, que votre donnée, elle est partagée, que quand vous parlez au marketing, les gens du service client vont être au courant, en tout cas dans le meilleur des cas. Et puis, pour lui, il s'est dit, bah, tiens, si la technologie, si les comportements évoluent et que la technologie va couvrir un peu les manques qu'on avait jusqu'ici, nous, en tant qu'humains, en tant que professionnels, on va pouvoir se concentrer sur la façon d'établir des connexions, ce qui est quand même un peu primordial. Donc, avant Covid, les gens cherchaient sur Google, enfin avant Covid et avant ChatGPT, on va dire. Ils allaient faire des recherches informationnelles avec des mots-clés. D'ailleurs, je vous recommande de ne plus trop investir sur Google Ads en mots-clés informationnels, plutôt sur les noms de votre marque ou de vos concurrents. Parce qu'en fait, les recherches, elles sont un peu déviées et sur les GPT, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une part de millennials qui est de plus en plus grandissante dans les décideurs. C'est des gens qui vont aller regarder sur LinkedIn, qui vont chercher des professionnels, chercher une image qui leur ressemble et se dire tiens, j'aimerais bien faire comme lui. On passe d'une logique avec des formulaires, donc évidemment mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, où j'habite, combien j'ai d'enfants, comment s'appelle mon chien. Tout ça, c'est des informations qu'on n'a pas nécessairement envie de donner. On a envie, en fait, une fois qu'on a fait toutes nos recherches sur les réseaux sociaux, on a envie de converser. On a envie d'avoir quelqu'un directement, un commercial ou qui que ce soit qui puisse prendre la parole dans l'entreprise, qui viennent nous donner les informations dont on a besoin, puisqu'on est déjà préparé sur tout le parcours d'achat. Okay, et ça, donc, ça pousse une réflexion en fait profonde chez nous, en tant que fournisseur de services, fournisseur de produits. C'est-à-dire, moi j'étais réactif, il y avait quelqu'un qui remplissait un formulaire, moi je lui envoyais un mail, il prenait rendez-vous avec mon commercial, ça prenait quelques jours. Maintenant, ce qui est attendu de notre part, c'est beaucoup plus de proactivité. Qu'on ait déjà un peu centralisé cette connaissance clientèle et qu'on soit capable d'interagir directement. C'est-à-dire que quand quelqu'un revient et qui va remplir un formulaire, s'il a besoin de remplir un formulaire, je sais directement, j'ai tout l'historique et soit c'est au marketing que ça va être géré, au commercial ou au service client, mais en tout cas j'ai un interlocuteur qui est informé. Okay, donc là, on passe d'une relation, et bon, on a un peu vendu ça pendant quelques années, nous, en marketing automation, qui était de dire, on va personnaliser nos communications parce qu'on va mettre le nom, le prénom, le nom de l'entreprise. La réalité, c'est qu'en fait, les gens cherchent aujourd'hui des connexions personnelles, d'accord, un rapport individualisé. En fait, vos clients, ce qui change, c'est qu'ils savent que vous avez toutes ces informations aujourd'hui. Donc nécessairement, vous ne pouvez pas agir comme si vous veniez de les rencontrer. Vous êtes au courant et vous devez apporter une réponse qui est à la hauteur des attentes que vont avoir vos clients. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la connexion le cœur de votre réflexion de vision d'entreprise sur le marketing, sur la vente, sur le commerce, quoi que ce soit, on a fait une étude il y a 2 ans, on a interrogé 1500 dirigeants d'entreprise. La connexion en priorité, c'est un développement 5 fois plus grand que les entreprises où la connexion n'est pas une priorité. Où on travaille en silo, chacun est concentré sur son cadre fonctionnel, dire je vais remplir mes objectifs, mais finalement, dans une expérience unifiée, une expérience clientèle unifiée, on a quelques manques. Pareil, le fait de mettre la connexion au centre, c'est 19% de croissance en plus. Donc, si vous devez retenir 2 choses un petit peu de ce que j'essaie de vous dire, c'est que en reconnectant votre écosystème interne, c'est-à-dire tous les collaborateurs de votre entreprise,
depuis le marketeur qui va faire une campagne jusqu'au customer success. Je viens du milieu du logiciel, donc c'est comme ça qu'on appelle les gens du service client. À partir du moment où l'information est digérée, dédoublonnée, structurée, ça va vous permettre tout simplement de rayonner sur votre écosystème externe, qui est celui à la fois de vos prospects, de vos clients, mais aussi de vos partenaires. C'est-à-dire que vous affichez comment dire, une position beaucoup plus forte, beaucoup plus dominante au moment de parler vers l'extérieur. Ça a alimenté la vision d'HubSpot qui était en 2014. Chaque entreprise devait avoir un CRM de qualité pour pouvoir justement faire bénéficier toutes les équipes des bonnes informations pour travailler à la connexion avec vos clients et offrir un service client irréprochable. En 2023 et en 2024, chaque entreprise mérite une plateforme client optimisée par l'IA. Okay, et ça veut dire quoi? Bon, c'est un truc théorique et après on va rentrer dans les cas pratiques avec Nabila. Ça veut dire qu'au centre, vous avez évidemment cette brique CRM qui est hyper importante pour centraliser votre donnée, la collecter, l'enrichir même. Ça, c'est un peu l'avenir, c'est ce qui arrive sur la fin d'année chez HubSpot. Enrichir votre donnée, avoir des moyens d'interagir du coup avec cette base de données, donc cette base de données prospects et clients, soit sur du marketing, de la vente, des opérations, du service, héberger votre contenu ou même du e-commerce. Et puis, le tout alimenté par IA, boosté par IA. Et surtout, l'écosystème. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un mot qui revient beaucoup. Vous devez beaucoup l'entendre dans toutes les présentations un peu aspirationnelles en marketing. La marketplace, c'est-à-dire 1500 intégrations disponibles sur HubSpot, puisque nous, on veut une expérience unifiée, un professionnel augmenté qui travaille sur la plateforme. L'académie avec pratiquement 500 000 professionnels de la vente et du marketing du service qui ont tenu des certifications sur l'académie HubSpot. Et le réseau HubSpot qui démarre par ses 7, quasi 8000 employés. Et je pense qu'il est temps que j'arrête de vous enfumer avec de la vision. Maintenant, on va passer à des choses très concrètes et très pratiques. Nabila? C'est canon. Merci beaucoup, ça donne du contexte. Ça nous aide aussi à situer un petit peu tout ça. Donc moi, je vais vous parler de cas pratiques, de ce qu'on voit chez nos partenaires, chez nos clients. Et pour démarrer, je voulais partager avec vous justement les clés de succès ou de pas de succès, du coup quand on utilise l'IA dans une boîte. Donc ce qu'on a remarqué en fait, c'est que on a tendance à se dire que tous les outils se valent plus ou moins, ils font un peu la même chose. Voilà, j'ai cet outil pour générer mon image, j'ai cet outil pour générer mon texte. Cool. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche vraiment? Donc je vais vous aider à vous projeter un petit peu dans une image illustrée. Imaginez, votre dirigeant vous dit « Ok, on a fait 1 million de chiffre d'affaires l'année dernière, on a besoin de faire 2 millions cette année, avec les mêmes ressources. Okay. Donc on a besoin de faire 2 millions. » Imaginez maintenant votre corps, non mieux, imaginez votre cerveau est un vélo. Okay, vous me suivez jusque-là? Donc vous êtes un vélo. Okay. Imaginez sur ce vélo, vous avez la possibilité de connecter un GPS. Plutôt cool. Ça veut dire que maintenant, votre GPS, vous lui dites, moi j'ai besoin d'atteindre mes 2 millions, et votre GPS vous donne la route. Okay. Donc du coup, j'ai un GPS qui est connecté à des cartographies et qui peut me donner plusieurs chemins, plusieurs moyens. Okay. Maintenant, supposons ce GPS est connecté au trafic. Donc il est capable de me dire la densité du trafic, la concurrence. Est-ce que du coup, si je passe par là, je vais avoir beaucoup de concurrence, si je passe par là, je vais avoir un peu moins de concurrence. Donc je vais avoir plus de données. Ça va encore plus m'aider. Cool. Supposons, je sais même maintenant, en temps réel, si la route est barrée, s'il y a des travaux. On est tous à l'aise avec ces notions quand on parle de GPS. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'avec l'IA, c'est un petit peu pareil. Plus on va avoir de la donnée enrichie, donc mon trafic en temps réel, les travaux en temps réel, etc., plus on va avoir une vision unifiée et plus ça va vraiment nous impacter en fait, dans notre quotidien, dans notre business. Donc ça, c'est le premier key learning. Le deuxième key learning, c'est que, donc, je reprends l'idée du vélo, j'ai mon petit GPS. Maintenant, imaginez, on peut ajouter un moteur sur le vélo. Je deviens un vélo électrique. A priori, je vais plus vite à ma destination. On est d'accord? Oui? Oui? Ok, cool. Trop cool. Donc du coup, j'ai mon GPS, j'ai mon moteur électrique. Bon, j'imagine qu'on a tous un peu la même image maintenant dans notre tête, à savoir le dernier vélo électrique Decathlon. On appuie sur le bouton, le GPS est déjà connecté, ça s'allume, le moteur est prêt à y aller, je peux monter ma pente avec mon vélo électrique. Bon, la réalité, c'est que ce n'est pas comme ça. La réalité, c'est qu'on en est encore aux prémices de l'IA.
et que les outils ne sont pas forcément simples à utiliser, ne sont pas tous connectés avec l'ensemble de ma data et ne sont pas prêts à l'emploi. En fait, la réalité, c'est que votre vélo, c'est un petit peu le GPS qui est dans la case en dessous, qu'il faut aller chercher la petite clé pour ouvrir la boîte, prendre le GPS, le connecter au guidon, l'allumer, le connecter à Internet, etc. Et que le vélo électrique, en fait, c'est l'ancienne génération où en fait, il faut pédaler, il faut bien pédaler, il faut bien donner les guidances, en fait, la brand voice, notre manière de communiquer pour justement aider l'IA à faire le boulot comme nous, on a envie de le faire. Donc, ces deux éléments-là sont vraiment des clés de succès quand on utilise l'IA et quand on choisit une technologie. Attention à bien choisir quelque chose qui soit facile à utiliser, donc un petit bouton Start et c'est connecté, on y va, on ne perd pas de temps à le connecter, et qui soit connecté à notre donnée pour que ce soit vraiment utile. Ok, du coup l'IA c'est aussi personnalisé en fonction des challenges métiers. On n'a pas tous les mêmes challenges et du coup on n'a pas tous les mêmes cas pratiques, donc je vais commencer par le marketing parce qu'a priori cette conférence s'appelle Marketing Intelligence Day, mais je sais qu'on a aussi des commerciaux et d'autres métiers dans la salle. On a combien de commerciaux dans la salle aujourd'hui ? Ok, quelques-uns. Et des gens de service client pour savoir un peu comment on passait mon temps. Ok, cool. Cool. Ok, donc sur la partie marketing, quel est le principal challenge ? Clairement, on le sait tous, on a besoin de faire plus de revenus avec moins de coûts et on a besoin de keep up en même temps. Donc on a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans toute la boîte, on a besoin de keep up avec la technologie, etc. Donc comment on fait ça ? Et bien du coup, avec l'IA, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen dont je voulais vous parler, c'est les textes. En fait, on parle beaucoup de AI générative qui nous permet de générer du contenu. Et il y a un grand débat, est-ce que ça reste authentique ? Est-ce que le contenu que je vais créer va représenter ma marque ? Est-ce que je dois utiliser finalement l'IA ou pas ? Et en fait, la manière dont nous, on le voit chez HubSpot aussi, c'est de se dire, l'IA va nous permettre de générer un draft, donc de pouvoir aller plus vite dans la création de mon contenu, mais je reste au contrôle de mon contenu. Ce que j'aime bien prendre aussi, c'est une autre image. Donc supposons, vous avez une meilleure amie, donc comme je suis une fille, ça va être une fille, qui me ressemble. Et en fait, donc cette meilleure amie, c'est un peu mon IA. Et j'ai deux options. J'ai ma première option de lui dire, écoute, demain, j'ai une conf à IMD, je suis un peu stressée, est-ce que tu pourrais le faire à ma place, s'il te plaît ? Ça serait cool. Elle pourrait le faire. Cool. C'est mon éthique. C'est à moi de voir. Est-ce que c'est ma façon de bosser ? Peut-être. Ma deuxième option, c'est de me dire hey, copine, demain j'ai une conférence, j'aimerais bien qu'on brainstorm ensemble sur quel contenu je peux échanger, est-ce que je peux peaufiner un petit peu mon texte, est-ce que je peux personnaliser ça à mon audience ? Elle va me dire oui, bien sûr, quelle est ta question ? Et là, je vais pouvoir échanger avec elle, elle va pouvoir me donner plein d'insights. Et au final, c'est moi qui suis aujourd'hui sur cette stage à vous parler. Mais du coup, comme j'ai fait un boulot en amont, j'ai juste demandé de l'aide. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois cette IA, et c'est un petit peu comme ça aussi qu'on vous propose de vous aider à aller plus vite, mais pas forcément faire le boulot à votre place. Les images, hyper puissants. Pour vous donner un exemple, on a une cliente qui a utilisé les images générées par l'IA chez HubSpot pour faire un cas concret. Ce qui est, en fait, c'est une entreprise qui vend des verrières. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir les étoiles de votre maison. Comment vous voulez vendre ça à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté une verrière ? C'est hyper compliqué. Je vais vous dire, mais si, c'est génial, mais crois-moi, attends, t'as une expérience de fou, c'est la nuit, tu vois les étoiles, c'est magnifique. Ouais, bon, si tu le dis, cool. Ça te dit de dépenser 10 000 € pour ça ? Non, enfin, j'en ai jamais eu, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, imaginez, vous êtes en train de scroller, vous êtes à un restaurant, vous vous ennuyez, vous ouvrez votre Instagram et vous avez la possibilité de voir des images en temps réel. Et en fait, c'est personnalisé et vous avez en fait, l'image de votre bureau qui a été générée avec cette verrière. Et donc maintenant, vous pouvez vous projeter dans votre bureau, dans votre espace professionnel avec cette verrière. C'est peut-être plus simple d'en avoir envie. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le cycle de vente a été réduit. On est passé de plusieurs mois à plusieurs semaines. Donc vraiment un vrai facilitateur en termes de vente. Site web. Donc site web, alors l'idée en fait ici, c'est de se dire... on pense beaucoup à créer un site web, à avoir quelque chose de joli, de design, de sympa, en fait, de joli. Mais on ne pense pas souvent à le garder up-to-date. En fait, c'est un petit peu comme une cuisine. Vous allez chez Ikea, vous achetez une super cuisine, elle est magnifique, vous êtes trop content. Et en fait, vous ne l'utilisez pas et elle reste là. C'est cool, quoi, vous avez acheté une belle cuisine.
Mais maintenant, si vous avez une cuisine avec laquelle vous allez interagir, avec laquelle vous allez aller tous les jours, vous allez l'utiliser, vous allez l'aimer, vous allez créer de l'émotion avec cette cuisine, ça ne sera pas du tout la même relation. Et c'est vraiment ça, l'idée c'est de se dire, un site web, c'est cool, mais un site web, ça doit être vivant pour que vos clients, vos prospects reviennent sur votre site, interagissent avec vous, et des conversations, un petit peu comme Gillian disait tout à l'heure. L'idée, c'est cette recherche de conversation, et pour ce faire, il faut que la mise à jour de votre site soit facile, et donc on propose des technologies type drag and drop, type des boutons intelligents qui s'adaptent aussi à la navigation de votre utilisateur, etc. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Et puis une messagerie instantanée. Je regarde le timing, je vois qu'on est un petit peu short, donc je vais juste passer sur les challenges. On en a parlé. Faire plus de leads. L'idée, c'est d'avoir de l'IA qui vous aide à générer des drafts pour aller plus vite, pour générer vos leads. Réduire les coûts. On en a parlé, c'est notamment tout ce qui est définir votre identité de marque. Typiquement, aujourd'hui, quand on va sur ChatGPT, c'est cool, mais on utilise ChatGPT pour faire la carte d'anniversaire de ma grand-mère, pour préparer mon interview avec mon manager pour expliquer pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs, et en même temps pour, tiens, comment je fais 2 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. C'est pas du tout le même tone of voice, en fait. Donc, comment on fait ? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ça, d'avoir un outil qui soit adapté à votre entreprise et qui soit déjà prêt à être utilisé selon votre tonalité. Et enfin, Keep Up, justement avoir une plateforme où toutes vos données sont centralisées pour pouvoir avoir un discours unifié. Je passe aussi sur la partie commerciale parce qu'on en a quelques-uns dans la salle. Donc principal challenge, on a besoin de générer plus de ventes, plus de QL, et on a des budgets très serrés, donc des prospects qui n'ont pas énormément de budget. Alors comment on fait ? Encore une fois, il y a la partie content, je vous en parle plus. Deuxième partie qui est très évoluée aujourd'hui, c'est la partie justement résumé des conversations. C'est le principal atout en fait qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'IA sur la partie sales, c'est faciliter suite à un appel le résumé de l'appel. Donc je suis capable en un bouton d'aller voir mon manager et lui dire en fait cette conversation c'était juste cette phrase. Donc là j'ai mon résumé qui se génère automatiquement, trop cool. Mais aussi avoir des actions derrière à mettre en place. Donc c'est typiquement, en fait on a discuté pendant le call qu'on aurait 3 next steps et voilà les next steps. Et ça c'est l'IA qui me le donne directement suite à mon call. Donc je raccroche, j'ai à peine raccroché, j'ai déjà le résumé de mon appel et j'ai mes 3 next steps. Combien de temps je gagne en faisant ça? C'est assez cool. Prioriser les leads. Alors, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle via l'IA générative, mais il ne faut pas oublier que l'IA, c'est aussi le machine learning. Et en fait, ça existe bien avant de ChatGPT. D'ailleurs, chez HubSpot, on avait le lead scoring bien avant de ChatGPT. Donc, c'est aussi un des outils que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à l'utiliser pour prioriser vos leads et donc prioriser vos actions. Et je finis sur les prévisions des ventes, puisque c'est aussi un moyen du coup de connaître le nombre de ressources dont vous avez besoin, savoir comment manager votre pipe, et puis gérer le stress. Donc je vais aller un petit peu plus vite sur cette partie sales, mais en gros, donc plutôt toute la partie création d'email avec le contenu. Donc là, l'idée, c'est d'être intégré directement dans vos outils, que ce soit Gmail, Slack, etc. Sur la partie lead, vous aider à avoir des prévisions de vente plus précises, justement pour mieux gérer votre capacité, votre temps. Et enfin, sur la partie prédiction des leads, pouvoir prioriser un petit peu vos leads pour savoir sur qui passer du temps. Donc, c'est les 3 principaux grands chantiers qu'on voit ressortir sur la partie sales. Je finis sur la partie service. Quels sont les challenges niveau service? Un peu pareil, on a les mêmes budgets, on a plus de clients à aider et on n'a pas forcément plus de ressources. Donc comment on fait avec l'IA? Alors justement, il y a toute la partie, encore une fois, génération de contenu, donc réponse personnalisée. Mais on a également les résumés d'appels, un petit peu comme sur la partie sales. Et puis surtout, on va surtout avoir des recommandations. Alors je vais juste passer un petit peu de temps là-dessus parce que c'est assez cool. Donc le premier challenge, c'est j'ai besoin de répondre à plus de clients, mais j'ai pas plus de ressources, comment je fais? Et c'est là-dessus vraiment qu'on a vu une forte valeur ajoutée. C'est toute la partie chatbot, donc live chat ou chat conversationnel. En fait, l'idée ici, c'est de se dire, je peux répondre 24 sur 24, 7 jours sur 7, et je peux engager une conversation. On n'est pas juste dans un clic, je laisse la personne naviguer sur mon site, cliquer 100 millions de fois pour trouver la réponse, mais on est vraiment dans j'engage la conversation, je crée des workflows dans mon chatbot. Tout le monde sait ce qu'est un chatbot conversationnel dans la salle? Ouais, cool, ok. Ouais, j'ai vu quand on a parlé d'IA tout à l'heure, vous aviez l'air plutôt calé sur le sujet. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de construire cette conversation directement avec l'intelligence artificielle sur mon site pour aller plus vite. Deuxième outil, c'est
aider mes prospects et mes clients directement à trouver l'information nécessaire, encore une fois en utilisant l'intelligence artificielle selon la navigation, selon les centres d'intérêt, de pouvoir pousser du contenu plus ou moins intéressant. Alors, je parle notamment de personnaliser les call to action, c'est-à-dire que quand j'arrive sur mon site, j'ai une personne qui n'a jamais vu mon site, je vais plutôt lui pousser du contenu d'awareness, donc des white papers par exemple, ou alors je vais voir que la personne est déjà là, elle a déjà rempli un formulaire, je vais pouvoir voir ses centres d'intérêt et du coup personnaliser mon site en fonction de ça. Cette personne est plutôt intéressée par IMD, je vais plutôt lui envoyer le programme par exemple. Et puis enfin, sur la partie service, la clarté à 360, on en revient toujours. La donnée est au centre de la conversation. Hein. On le sait, on parle beaucoup de nouvelles technologies, d'intelligence, d'aller plus loin, d'outils. Mais en fait, la base de tout, et en fait, on ne peut rien faire si on n'a pas ça, c'est la donnée. C'est à qui on va parler et est-ce que notre donnée est clean et centralisée. Donc en gros, chaque métier a ses propres challenges, mais au final, le mieux c'est quand même de tester. Donc Gillian, je te laisse peut-être conclure. Oui, puisqu'on veut quand même vous prouver qu'on est de bonne foi chez HubSpot. Vous vous souvenez de l'histoire de Dharmesha dont je vous avais parlé, qui avait commencé à travailler sur son GPT grâce à l'API ouverte par Sam Altman. Bon, bah ça c'est un projet chez HubSpot qui s'appelle ChatSpot. Projet intrapreneurial d'ailleurs qui est monté en start-up à l'intérieur d'HubSpot, qui évolue très vite, qui aujourd'hui a un outil à part. Donc c'est comme votre chat GPT que vous avez l'habitude d'utiliser, mais comme on est dans ce paradigme augmentatif que je vous introduisais au tout départ, nous le but c'est de vous aider à aller plus vite dans vos tâches pour libérer un peu d'espace mental pour travailler sur la connexion avec vos prospects, vos clients. ChatSpot, à la différence de ChatGPT, ce qu'il a, c'est qu'on a templaté plein de prompts. On a plein de modèles de prompts par métier. Vous avez besoin de générer une image, vous avez besoin de générer un email de prospection, vous avez besoin d'un rapport de veille sectoriel. Toutes ces questions, il y a une cinquantaine de modèles, je crois, de prompts que vous pouvez déjà utiliser. C'est gratuit. C'est juste à donner votre adresse mail. Et normalement, si ça fonctionne avec ce QR code, vous devriez y avoir accès. Et pour l'instant, c'est à l'extérieur d'HubSpot. Bientôt, c'est ça qui est plutôt cool. Et j'aime bien un peu lâcher des infos comme ça, mais ce sera aussi à l'intérieur d'HubSpot que vous pourrez directement poser des questions au système. Et je pense que ce sera un énorme gain de temps. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. On peut passer sur la partie questions si vous voulez. Il nous reste 3 minutes pour des questions. Si vous voulez poser des questions, il faut prendre un micro par contre. On m'avait dit de vous dire ça. Et vous pouvez aussi venir nous visiter sur notre stand, si vous êtes plus à l'aise sur des interactions à tout web. Parce que là, on parle d'IA, mais on est aussi des professionnels du marketing. Donc si vous aviez des questions brûlantes sur le marketing, sur la vente, n'hésitez pas. Bonjour. On a une question. Ça sent la question piège, parce qu'on le connaît en fait. Vous avez le temps de bien la préparer. Allez-y. Non, j'ai une question simple pour vous. Qu'est-ce que vous faites chez HubSpot avec l'IA en marketing et en vente? Ouais, bah nous en fait, le premier utilisateur d'HubSpot que je connais, c'est HubSpot. Donc nous on travaille sur la plateforme client HubSpot, tous les services. À partir du moment de 2014, vous aviez sur la slide le CRM, c'est à ce moment-là, moi j'y étais pas, mais c'est ça, hein, où HubSpot a basculé en sortant un gros acteur du CRM qu'on n'aime pas trop, dont le nom de famille du fondateur rime avec Galette Beurhoff. Ouais, nous on fait tout en fait. Aujourd'hui, on a un usage, en fait, on parle d'une grande entreprise, hein, il y a presque 8000 employés, donc il y a des usages qui sont encore isolés, il y en a d'autres qui sont centralisés. Notre but, c'est de tirer le plus profit possible de la technologie qu'on met en place. Je pense que dans l'organisation, ce qu'on appelle la flywheel chez HubSpot, marketing, sales, service, il y a un usage de l'IA qui est généralisé. Des exemples très simples. Là, il y a 3 semaines, je devais faire une landing page, un chemin de conversion pour un webinar qui a été un peu prévu en dernière minute. Bon, bah, j'ai tapé un brief et puis avec Content Remix, j'avais ma landing page, j'avais des posts de réseaux sociaux, j'avais un blog post, même j'en avais pas besoin, mais bon. Et j'avais même une version audio de mon blog post. Bon, bah voilà, ce qui m'aurait pris à minima une matinée. Il faut faire de la recherche, il faut digérer l'information, etc. Là, ça a été fait le temps de faire mon brief, donc à peu près 12 minutes. Voilà.
Ça c'est un usage marketing. Les commerciaux, ils ont un assistant de contenu, même pour eux. C'est-à-dire, j'ai besoin d'envoyer un mail de prospection. Je sais pas, moi, je vais envoyer un mail de prospection à Bernard Arnault, pourquoi pas. J'ai juste à dire de quel sujet je veux lui parler, son poste, son nom, et taper un petit peu l'idée que j'avais à lui transmettre. Le système va me fournir un texte et je vais même pouvoir changer le ton du texte. Est-ce que j'ai envie d'être plus familier, plus professionnel, etc. Voilà, ça c'est un autre usage par exemple. Après, le vrai usage aujourd'hui de l'IA, c'est l'usage qu'on ne voit pas évidemment. C'est celui de la digestion de la donnée, de la structuration de la donnée qui permet en fait de donner des vraies infos de go-to-market. Je ne sais pas si la notion parle à tout le monde, mais de dire de mise en marche vers le marché, on va le faire un peu plus simple. Ça, c'est le vrai usage et ça, c'est en fait même déjà vous, dans votre vie au quotidien, c'est un usage que vous faites sans le savoir de l'IA. J'ai répondu à votre question? Avec plaisir. On a encore une question? N'hésite pas, Nabila. Bonjour et merci pour la présentation. C'était Avec super. plaisir. Moi j'avais une question, j'ai beaucoup aimé votre analogie avec le GPS, mais quand on a tous le même GPS, ça crée d'autres bouchons. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé avec l'IA, que tout le monde ait le même IA et du coup que les solutions proposées soient les mêmes et que ça crée de nouveaux bouchons? Oui, en fait, le sujet, si vous voulez, la différenciation de l'IA, en fait, il y a une phrase très connue qui est l'IA ne remplacera pas les marketeurs, mais les marketeurs utilisant l'IA remplaceront les autres. C'est un peu l'idée, c'est de se dire, en fait, l'IA reste un outil. Un peu comme une encyclopédie, en fait, est disponible à tout le monde avec tous les mots dans le dictionnaire, mais on ne va pas du tout la chercher de la même manière, on va pas avoir la même utilisation. Et c'est un petit peu ça, en fait, c'est vraiment notre expertise qui va faire la différence. Donc oui, effectivement, on va un petit peu avoir la même manière d'utiliser l'IA, mais on ne va pas du tout avoir la même prompt dans l'IA, et c'est le premier différenciateur. Les experts vont pouvoir aller beaucoup plus loin dans les prompts qu'ils vont demander à l'IA, et c'est toujours la même chose, hein, c'est how good is your question? C'est la qualité de ta question qui va faire la qualité de ta réponse. Donc ça, c'est le premier élément. Mais derrière, c'est aussi ce que tu en fais. C'est-à-dire que là, tu as un draft, mais derrière, c'est toi qui vas décider de comment remixer ton contenu, de comment ajouter tous ces éléments, tous ces insights dans ce que tu vas créer, et comment tu vas ajouter ta propre vision et ta propre expertise pour te différencier sur le marché. Je vais ajouter juste un petit point. On est dans le monde du machine learning. Donc en fait, votre IA, c'est la vôtre. Votre donnée propriétaire, c'est pas celle de votre concurrent. Donc votre système, il va vous pousser des suggestions qui seront différentes. Effectivement, sur les procédés, ça commence à se ressembler. Il y a un peu le marché va se rassembler. Enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe dans le monde de la technologie. Mais comme le disait très bien Nabila, déjà, il y a le facteur humain, c'est-à-dire qui utilise et qui emploie l'humain et pour quel usage, mais surtout quelles données je lui ai données en fait. Et comme je vous disais, la donnée de quelqu'un qui est dans un milieu médical par rapport à la donnée de quelqu'un qui vend un logiciel, ça ne va pas du tout être la même. Et donc, nécessairement, on n'aura pas les mêmes outputs, pour utiliser des termes un peu anglicisants, les mêmes résultats derrière. Donc, effectivement, même si sur le procédé, ça a l'air de se ressembler un petit peu, mais c'est pareil en fait. Si demain, vous me dites, tiens, comment tu compares HubSpot par rapport à tel concurrent, je pense que dans le verbatim, on aura des points communs, mais c'est en creusant vraiment qu'il y aura de la différence. Je pense qu'il faut aussi, au bout d'un moment, faire un peu vos paris et aller chercher, aller creuser un petit peu dans les outils. Si c'est pas déjà hyper simple de le faire, comme c'est le cas sur HubSpot, évidemment. Si je peux me permettre, on a déjà le cas avec Google, en fait. On a tous accès à Google et on pourrait se dire qu'on pose les mêmes questions, ce qui n'est pas le cas, a priori.